Une fillette de 9 ans appelle le 911 après avoir entendu sa mère crier à l'aide depuis le sous-sol verrouillé. Lorsque la police arrive et défonce la porte, ce qu'elle découvre la pousse à arrêter immédiatement le beau-père de la fillette. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge de parquet dans le couloir sonna 7 coups. Sa voix de bronze grave résonnait dans les couloirs immaculés de la maison Ashford tel un glas funèbre. Rebecca pressa son petit visage contre la vitre froide de la fenêtre de sa chambre, regardant la pluie d'octobre ruisseler en filets qui lui rappelait des larmes. Les gouttelettes captaient la lueur ambrée des lampadaires, créant de minuscules prisons de lumière qui se brisaient et se reformaient à chaque nouvelle cascade. Tout dans cette maison semblait anormal ce soir-là, bien que Rebecca ne parvint pas à mettre le doigt sur la raison. C'était la même maison de style colonial dans laquelle il vivait depuis 3 ans, avec sa pelouse parfaitement entretenue et sa clôture blanche qui faisait murmurer à tous les voisins de Westfield quelle famille adorable étaient les Ashford. Mais ce soir, les murs semblaient se resserrer et les ombres dans les coins s'étiraient plus qu'elles ne l'auraient dû. « Rebecca, ma chérie, le dîner sera prêt dans 20 minutes. » La voix de Caroline montait de la cuisine, empreinte de cette tension particulière qui était devenue aussi familière qu'une musique de fond au cours des 6 derniers mois. Depuis que David avait emménagé, la voix de maman avait acquis cette fragilité de cristal, comme si elle pouvait se briser si quelqu'un parlait trop fort. Rebecca glissa du siège de la fenêtre, ses pieds nus silencieux sur le parquet. Elle avait appris à se déplacer sans bruit dans cette maison. Un autre changement qui s'était insinué progressivement, comme l'hiver. Avant David, elle et maman riaient aux éclats devant des émissions de télévision idiotes, dansaient dans la cuisine en préparant des crêpes et chantaient faux en voiture. Maintenant, le rire semblait dangereux, comme s'il risquait de déranger quelque chose qui dormait dans les murs. La fillette de 9 ans traversa le couloir, passant devant les photographies encadrées qui racontaient l'histoire de leur famille transformée. Les photos plus anciennes montraient Rebecca et Caroline avec Thomas. Cher et merveilleux papa Thomas, qui avait appris à Rebecca à faire du vélo et lui lisait des histoires pour s'endormir bien après qu'elle fût trop grande pour cela. Sur ces photographies, le sourire de maman atteignait ses yeux, les plissant au coin d'une joie sincère. Les photographies plus récentes mettaient en scène David. Rebecca s'arrêta devant une photo prise le mois dernier au Festival des récoltes. Le bras de David était enroulé de manière possessive autour de la taille de Caroline, son autre main reposant sur l'épaule de Rebecca avec ce que tout le monde voyait probablement comme de l'affection paternelle. Mais Rebecca se souvenait de la pression un peu trop forte de ses doigts sur sa clavicule, et de la façon dont son sourire ne correspondait jamais tout à fait à ses yeux. Sur la photo, maman était belle mais vide, comme une poupée de porcelaine à qui l'on aurait oublié de peindre une âme. « Mes 2 filles préférées », disait David chaque fois qu'il regardait cette photo. Et quelque chose dans son ton nouait toujours l'estomac de Rebecca en nœud inconfortable. La cuisine était chaude et embaumait l'arôme du fameux ragoût de bœuf de Caroline. Mais même le réconfort familier de la cuisine maison ne parvenait pas à chasser la tension singulière qui semblait épaissir l'air. Caroline se tenait devant la cuisinière, remuant la marmite avec une précision mécanique, ses cheveux au burn tirés en une queue de cheval qui révélait les angles vifs de son visage de plus en plus décharné. Elle avait perdu du poids depuis le mariage, un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. « Où est David ?» demanda Rebecca en s'installant sur sa chaise habituelle à la table de la cuisine. Le bois était vieux et marqué par des années de repas de famille. Chaque marque racontait une histoire de jus renversés, de devoirs et de fêtes d'anniversaire. « Il est en bas avec un client », répondit Caroline sans se retourner. Monsieur Patterson a des difficultés familiales, et David a voulu le recevoir pour une séance d'urgence. Rebecca hocha la tête, bien que quelque chose dans cette explication la mit mal à l'aise. David recevait ses clients en thérapie dans le bureau du sous-sol qu'il avait aménagé peu après avoir emménagé. Il avait expliqué à Rebecca que beaucoup de gens se sentaient plus à l'aise dans un espace privé et séparé pour discuter de leurs problèmes personnels et que le sous-sol offrait l'environnement parfait pour des conversations curatives. Mais Rebecca avait remarqué des choses. Elle avait une ouïe excellente, un trait qui lui avait valu des ennuis plus d'une fois lorsqu'elle répétait des conversations qu'elle n'était pas censée avoir entendues. Dernièrement, elle entendait des bruits étranges venant du sous-sol pendant les séances de David. Non pas le murmure feutré d'une conversation auquel elle s'attendrait, mais parfois des pleurs, parfois ce qui ressemblait à des disputes. Et une fois, elle aurait juré avoir entendu quelqu'un frapper contre les murs.
Quand elle en avait parlé à Caroline, sa mère avait pris cet air distant et avait expliqué que la thérapie pouvait être très émotionnelle et que les gens avaient parfois besoin d'exprimer leurs sentiments de manière physique. David les aide à surmonter leur traumatisme, avait dit Caroline, mais sa voix semblait lire un script. Maman, dit Rebecca avec précaution. Tu te souviens quand papa Thomas aidait les gens avec leurs problèmes? La main de Caroline s'immobilisa sur la cuillère en bois. Thomas avait en effet été conseiller, un homme doux et patient qui travaillait avec des enfants ayant subi des traumatismes, mais il travaillait dans une clinique en ville, avec une surveillance adéquate et d'autres professionnels à proximité. Il n'avait jamais ramené son travail à la maison, ne s'était jamais enfermé dans un sous-sol avec des clients en détresse. C'était différent, ma chérie, dit finalement Caroline. David a une approche différente. Il croit aux séances privées intensives. Rebecca voulait poser plus de questions, mais elle reconnut dans la voix de sa mère le ton qui signifiait que le sujet était clos. C'était une autre nouvelle règle dans leur maison. Il y avait des sujets qui ne pouvaient tout simplement pas être discutés, des questions qui ne pouvaient être posées, des observations qui ne pouvaient être partagées. La porte du sous-sol était située juste à côté de la cuisine, peinte en blanc pour s'harmoniser avec le reste des boiseries, mais réussissant d'une manière ou d'une autre à paraître plus menaçante que n'importe quelle porte n'en avait le droit. Une petite pancarte était accrochée à hauteur des yeux, séance en cours, ne pas déranger. David avait installé un système de serrure complexe, expliquant que la confidentialité des clients exigeait une intimité absolue. Même Caroline n'était pas autorisée à descendre pendant les séances. Comme si elle avait été invoquée par ses pensées, Rebecca entendit des pas dans l'escalier du sous-sol. Des pas lourds et délibérés qu'elle avait appris à reconnaître comme étant le rythme particulier de David. La serrure cliqueta et tourna, et David émergea dans la cuisine comme un acteur entrant en scène. « Comment vont mes belles dames ce soir ?» demanda-t-il, sa voix portant ce ton chaleureux et professionnel qu'il utilisait avec tout le monde. David était beau d'une manière soigneusement entretenue, grand et large d'épaules avec des cheveux grisonnants qui suggéraient la sagesse et des yeux bienveillants qui suggéraient la compassion. Il ressemblait exactement à ce que l'on voudrait d'un beau-père et d'un thérapeute. Digne de confiance, stable, protecteur. Rebecca avait appris à ne pas se fier aux premières impressions. Monsieur Patterson semblait assez bouleversé à son arrivée, dit Caroline, acceptant le baiser de David sur sa joue avec la docilité passive de quelqu'un qui avait oublié comment refuser l'affection. Parfois, le chemin de la guérison exige de traverser d'abord des lieux très sombres, répondit David, se lavant les mains à l'évier de la cuisine avec la minutie d'un chirurgien. Mais je crois que nous avons fait des progrès significatifs ce soir. Rebecca le regarda s'essuyer les mains, notant comment ses mouvements étaient précis et contrôlés. Tout ce que faisait David était mesuré et délibéré, comme s'il se produisait constamment pour un public invisible. Même ces moments de spontanéité semblaient répétés. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, Rebecca ?» demanda David en s'asseyant sur la chaise qui avait été celle de Thomas. « As-tu terminé cet exposé d'histoire sur la période coloniale ?» « Oui, monsieur, » répondit Rebecca, bien qu'elle voulût le corriger. L'exposé portait en fait sur la guerre d'indépendance, et elle l'avait terminé il y a 2 jours. David se trompait souvent sur de petits détails de sa vie, malgré ses affirmations d'être profondément investi dans son bien-être. C'était comme s'il jouait le rôle d'un beau-père attentif sans vraiment écouter les répliques. Excellent. L'éducation est si importante pour les jeunes esprits. Ta mère et moi ne voulons que le meilleur pour ton avenir. La façon dont il disait ta mère et moi donnait l'impression qu'il formait une unité qui s'était naturellement constituée, plutôt qu'une relation qui s'était développée avec une rapidité surprenante. Rebecca se souvenait de la vitesse à laquelle David était passé d'un étranger à un élément permanent de leur vie. La cour avait été intense et brève, des fleurs tous les jours, des dîners romantiques, des week-ends qui laissaient Caroline rayonnante de bonheur pour la première fois depuis la mort de Thomas. Mais le bonheur et le soulagement n'étaient pas la même chose, commençait à réaliser Rebecca. Maman avait été reconnaissante de l'attention de David, de sa stabilité, de sa volonté d'accepter une veuve avec une jeune fille. La gratitude, cependant, pouvait être une base dangereuse pour l'amour. Rebecca a fait des rêves intéressants ces derniers temps, dit Caroline en servant le ragoût. Et Rebecca sentit son estomac se nouer d'anxiété. Elle lança un regard suppliant à sa mère, mais Caroline semblait déterminée à partager cette information particulière. Oh, la voix de David portait une note d'intérêt professionnel qui donna la chair de poule à Rebecca. « Voudrais-tu me parler de ses rêves, ma chérie ?» Rebecca ne voulait absolument pas parler de ses rêves à David,
qui était devenu de plus en plus vif et troublant au cours des dernières semaines. Dans ses rêves, elle était beaucoup plus jeune, parfois juste un bébé, et il y avait un homme qui ressemblait à David, mais en quelque sorte différent, plus en colère. Dans les rêves, cet homme criait après Caroline, et Caroline pleurait, et il y avait toujours un sentiment de danger terrible que Rebecca ne parvenait pas à comprendre. Ce ne sont que des cauchemars stupides, marmonna Rebecca, se concentrant intensément sur son dîner. Les rêves peuvent être très révélateurs, poursuivit David, sa voix de thérapeute en pleine action. Ils représentent souvent notre subconscient qui essaie de traiter des émotions ou des souvenirs difficiles. Peut-être devrions-nous prévoir un moment pour en discuter plus en détail. L'idée d'être seule avec David dans son bureau du sous-sol fit complètement disparaître l'appétit de Rebecca. Elle y était descendue une seule fois, lorsque David leur avait montré pour la première fois son espace de guérison. La pièce avait été peinte dans des couleurs apaisantes et remplie de meubles confortables, mais quelque chose là-dedans avait donné à Rebecca un sentiment de claustrophobie. Les murs semblaient trop épais, les fenêtres trop petites et la porte trop lourde. Cela ressemblait moins à un bureau de thérapie qu'à une prison très confortable. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire », dit rapidement Caroline. Et Rebecca sentit une vague de soulagement et de gratitude envers sa mère. Rebecca voit le docteur Vance depuis plus d'1 an maintenant et elles ont une bonne relation thérapeutique. Pendant un instant, le masque de David glissa et Rebecca entrevit quelque chose de froid et de calculateur dans son expression, mais le moment passa si vite qu'elle se persuada presque de l'avoir imaginé. « Bien sûr, » dit David d'un ton suave, « je ne voudrais pas interférer avec une relation thérapeutique établie. Bien que j'espère que si Rebecca se sent un jour assez à l'aise pour me faire part de ses préoccupations, elle sait que je suis là pour elle. » Rebecca hocha poliment la tête, bien que chaque instinct de son corps hurlât qu'elle ne devrait jamais être seule avec David dans cette pièce du sous-sol. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il n'avait jamais dit ou fait quoi que ce soit de manifestement menaçant, mais quelque chose de primal dans son cerveau reconnaissait le danger quand il le voyait. Le reste du dîner se déroula dans le genre de conversation tendue qui était devenue normale dans leur foyer. David dominait la discussion avec des histoires de sa pratique, soigneusement anonymisées, soulignait-il toujours, et des projets d'activités familiales à venir qui semblaient merveilleux en théorie, mais qui ressemblaient davantage à des obligations qu'à des célébrations. Alors que Caroline commençait à débarrasser la vaisselle, le téléphone de David vibra avec un SMS. Il le lut rapidement, son expression passant à une préoccupation professionnelle. « Je crains de devoir descendre pour une autre séance », annonça-t-il. Madame Henderson est en crise et a besoin d'une intervention immédiate. Rebecca trouva cela étrange car elle était certaine d'avoir entendu le client de David partir par la porte extérieure du sous-sol plus d'1 heure auparavant. Le sous-sol avait été conçu avec sa propre entrée pour que les clients puissent aller et venir sans déranger la famille à l'étage. Une autre des innovations de David qui avait un sens parfait en théorie mais qui semblait troublante en pratique. « Si tard ?» demanda Caroline en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 20h30, bien après les heures de bureau normales. « Les crises de santé mentale ne respectent pas les horaires conventionnels, » répondit David, son ton doux mais ferme. « Je serai peut-être en bas pendant plusieurs heures. S'il vous plaît, ne m'attendez pas. » Il embrassa Caroline, ébouriffa les cheveux de Rebecca avec une affection étudiée, et disparut à nouveau par la porte du sous-sol. La serrure s'enclencha avec une finalité qui faisait toujours penser à Rebecca à des portes de prison qui se ferment. « Je pense que je vais lire un peu avant de me coucher, » dit Caroline, mais sa voix semblait creuse et lointaine. Elle lisait beaucoup ces derniers temps. Des manuels de psychologie épais que David recommandait, des livres de développement personnel sur les familles recomposées, des articles sur les traumatismes de l'enfance qu'elle pensait que Rebecca ne savait pas qu'elle recherchait. Rebecca aida à finir de nettoyer la cuisine, puis se retira dans sa chambre avec des devoirs qu'elle avait déjà terminés. La maison s'installa dans son rythme du soir, mais quelque chose semblait différent ce soir. Le silence du sous-sol était trop complet, trop absolu. D'habitude, elle pouvait entendre le faible murmure d'une conversation, mais ce soir, il n'y avait rien. Elle essaya de se concentrer sur un livre, mais les mots semblaient se brouiller sur la page. Dehors, le vent d'octobre faisait vibrer les fenêtres et envoyait des feuilles mortes dévaler l'allée comme de petites créatures désespérées essayant de s'échapper. À 21h30, Rebecca entendit la porte de la chambre de Caroline se fermer. À 22h, la maison était officiellement silencieuse. À 22h15, Rebecca sortit de sa chambre sur la pointe des pieds et se dirigea vers la cuisine, attirée par une anxiété qu'elle ne pouvait nommer.
La porte du sous-sol était fermée et verrouillée, comme toujours. Mais alors que Rebecca pressait son oreille contre le bois, elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang dans les veines. C'était la voix de sa mère, étouffée et lointaine, mais indubitablement celle de Caroline. Et elle criait. Pas la libération émotionnelle contrôlée que David avait expliquée comme faisant partie du processus thérapeutique. C'était une terreur brute, désespérée. Le son de quelqu'un qui était en danger immédiat et terrible. La main de Rebecca vola vers la poignée de la porte, mais elle ne bougea pas. La serrure tenait bon, comme toujours pendant les séances de David. Mais ce n'était pas une séance avec Madame Henderson. C'était tout autre chose. « Maman », murmura Rebecca contre la porte, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. « Maman, je suis là. » Mais les cris continuèrent, rejoints maintenant par la voix de David. Pas le ton doux et thérapeutique qu'il utilisait à l'étage, mais quelque chose de dur et de commandant que Rebecca n'avait jamais entendu auparavant. Les mains tremblantes, Rebecca courut au téléphone de la cuisine et composa les 3 chiffres que tous les enfants apprennent dès leur plus jeune âge. Les chiffres qui signifiaient que l'aide arrivait. 911, quelle est votre urgence? Ma maman, chuchota Rebecca dans le combiné, caché dans le placard du garde-manger parmi les boîtes de céréales et les conserves de soupe. Elle crie à l'aide et elle est enfermée dans le sous-sol et je ne peux pas l'atteindre. Ma chérie, je dois te demander de parler plus fort. Peux-tu me donner ton nom et ton adresse? Rebecca Ashford, 247 Maple Street à Westfield. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il arrive quelque chose de terrible à ma maman. Et tandis qu'elle donnait ces informations à la répartitrice, chuchotant dans le téléphone alors que les cris terrifiés de sa mère résonnaient à travers le plancher sous ses pieds, Rebecca comprit enfin que tous ses instincts avaient été justes. Le monstre qu'elle avait senti rôder dans leur maison parfaite ne se cachait pas dans l'ombre. Il était assis à leur table de dîner depuis le début. La voix de la répartitrice du 911 était stable et professionnelle, tranchant à travers la terreur de Rebecca comme une bouée de sauvetage lancée dans des eaux tumultueuses. « Rebecca, je veux que tu restes au téléphone avec moi. Peux-tu me dire s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison à part ta mère ?» Mon beau-père, David, chuchota Rebecca, se blottissant plus profondément dans le placard. L'odeur familière d'extrait de vanille et de cannelle l'entourait, une senteur qui aurait dû être réconfortante, mais qui ressemblait maintenant aux derniers vestiges d'une vie qui se dissolvait autour d'elle. Il a dit qu'il avait une séance avec un client, mais je pense qu'il a menti. Je pense qu'il fait du mal à maman. Au téléphone, Rebecca pouvait entendre la répartitrice taper rapidement. Des agents sont en route, ma chérie. Ils seront là dans moins de 5 minutes. Je veux que tu restes cachée et silencieuse. N'essaie pas de descendre. D'accord? Mais Rebecca trouvait de plus en plus difficile de suivre cette instruction. Les cris de Caroline avaient évolué en quelque chose de pire. Des supplications désespérées qui traversaient le plancher comme une prière à une divinité sans pitié. Les mots étaient étouffés, mais Rebecca pouvait distinguer des fragments, « S'il te plaît, arrête, je ne dirai rien à personne. » Et le plus déchirant, pense à Rebecca. Sa mère invoquait son nom comme un bouclier, essayant d'utiliser l'existence de Rebecca pour faire appel à l'humanité qui pouvait rester en David. Mais au lieu de compassion, la réponse de David fut un rire dur qui ne ressemblait en rien à l'homme qui avait lu des histoires à Rebecca et l'avait aidé avec ses devoirs de maths. David ne se soucie pas de Rebecca comme tu le penses. Sa voix montait du sous-sol, et il y avait quelque chose dans son ton qui donnait la chair de poule à Rebecca avec une reconnaissance qu'elle ne comprenait pas. Il se soucie d'elle d'une manière dont tu commences enfin à te souvenir, n'est-ce pas, Caroline? Rebecca pressa le téléphone plus près de son oreille, s'efforçant d'entendre la voix rassurante de la répartitrice par-dessus le son de son propre rythme cardiaque. Mais elle ne pouvait pas bloquer la réponse de sa mère, un gémissement d'angoisse qui sonnait comme quelque chose se brisant à l'intérieur de son âme. « C'est ma fille », sanglota Caroline. Et Rebecca sentit le monde basculer sur son axe. « C'est la mienne, pas la tienne. Tu as renoncé à tout droit sur elle quand tu es parti. » Le téléphone faillit glisser des doigts tremblants de Rebecca. Les mots n'avaient pas de sens. Ne pouvaient pas avoir de sens. David n'était pas son père. Thomas Ashford était son père. L'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait assisté à toutes les pièces de théâtre de l'école et qui la serrait dans ses bras quand elle faisait des cauchemars de monstres sous le lit. Mais alors même que l'esprit conscient de Rebecca rejetait ce qu'elle entendait, quelque chose de plus profond s'agitait. Les rêves qui la hantaient depuis des semaines devinrent soudainement plus nets. L'homme qui ressemblait à David mais en plus en colère, criant après une Caroline enceinte.
Le sentiment d'abandon et de trahison qui imprégnait ses visions nocturnes. Le sentiment qu'elle avait déjà vécu ces moments, quand elle était trop jeune pour en comprendre la signification. Tu te souviens maintenant, n'est-ce pas? La voix de David continua, portant un ton satisfait qui rendit Rebecca malade. Tu te souviens de ce que tu as essayé si fort d'oublier? Ce que tu pensais pouvoir me cacher pour toujours? La thérapie, murmura Caroline, et sa voix portait une note d'horreur naissante. Les traitements de mémoire, tu m'as fait me souvenir. Rebecca pouvait entendre David se déplacer dans le sous-sol. C'est pas lourd et délibéré. Pas te faire souvenir, Caroline. T'empêcher d'oublier. As-tu la moindre idée des efforts qu'il m'a fallu pour te retrouver? Combien d'années j'ai passé à retrouver la trace de ma fille? Le mot fille frappa Rebecca comme un coup physique. Elle se mordit l'articulation pour ne pas crier, goûtant le sang alors que ses dents cassaient la peau. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela ne pouvait pas arriver. Mais les souvenirs affluaient maintenant, déclenchés par la conversation en bas, être très petite, peut-être 3 ans, et se cacher derrière les jambes de Caroline pendant qu'un homme qui ressemblait à David exigeait de la voir. Le refus terrifié de Caroline, son insistance sur le fait qu'il avait abandonné tous ses droits en les abandonnant. Le départ en colère de l'homme, suivi des appels téléphoniques désespérés de Caroline à quelqu'un qu'elle appelait Tommy. Thomas, cher et doux Thomas, qui était entré dans leur vie comme un ange gardien et avait épousé Caroline en quelques mois, adoptant Rebecca et lui donnant son nom, créant une barrière légale entre Rebecca et l'homme qui n'avait jamais voulu être son père en premier lieu. Jusqu'à maintenant. L'accident n'était pas un accident, n'est-ce pas? La voix de Caroline était à peine audible à travers le plancher, mais Rebecca capta chaque mot dévastateur. Thomas, l'accident de voiture. C'est toi qui l'as provoqué. Le rire de David était froid et satisfait. Thomas Ashford était une complication qui devait être résolue. Un homme faible et sentimental qui pensait pouvoir voler ma fille et jouer à la dinette avec ma famille. La défaillance des freins était regrettable, mais nécessaire. Rebecca plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer le sanglot qui menaçait de s'échapper. Thomas, le seul père qu'elle avait vraiment connu, avait été assassiné, tué par l'homme qui vivait maintenant dans leur maison, dormait dans leur lit, mangeait à leur table. L'homme qui avait passé des mois à gagner leur confiance et à les rendre dépendants de lui. J'ai été très patient, Caroline, continua David, sa voix reprenant le ton mesuré qu'il utilisait lors de ses prétendues séances de thérapie. Je t'ai donné le temps de t'adapter, le temps de te souvenir, le temps d'accepter la réalité de notre situation. Mais ta résistance devient problématique. Résistance à quoi? Demanda Caroline, bien que Rebecca pût entendre que sa mère connaissait déjà la réponse. À reconnaître mes droits en tant que père de Rebecca. À accepter qu'elle m'appartient, et non à un substitut pathétique que tu pourrais essayer de trouver ensuite. À comprendre que nous 3 formons une famille, que tu choisisses de coopérer ou non. Il y eut un long moment de silence, rompu seulement par la respiration saccadée de Caroline. Puis, doucement mais avec une détermination indubitable, elle parla, « Je ne te la laisserai jamais. Jamais. » Le son qui suivit fut sec et violent. Une peau entrant en contact avec une autre dans une gifle qui sembla résonner dans toute la maison. Rebecca tressaillit comme si elle avait été frappée elle-même, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle écoutait sa mère être punie pour avoir essayé de la protéger. « Tu n'as plus le choix, » dit David, sa voix revenant à ce ton professionnel terriblement calme. Les traitements ont été très efficaces, n'est-ce pas? Ta mémoire devient assez peu fiable. Bientôt, tu ne pourras plus faire confiance à tes propres perceptions de la réalité. Les tribunaux n'auront d'autre choix que de confier Rebecca à la garde de son beau-père stable et aimant, quand sa mère se révélera être mentalement incompétente. Quelque chose de froid et de dur s'installa dans l'estomac de Rebecca alors que toute l'étendue du plan de David devenait claire. Il ne s'agissait pas seulement de la revendiquer comme sa fille. Il s'agissait de détruire systématiquement l'esprit de Caroline jusqu'à ce qu'elle ne soit plus capable de protéger personne. L'argent de l'assurance de la mort de Thomas est assez substantiel, continua David d'un ton conversationnel. Combiné à ton héritage, Rebecca sera très bien pourvue. Bien sûr, tu ne seras pas là pour voir comment elle s'en sort. Mais je suis sûr que tu comprends que certains sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. La menace était implicite, mais indubitable. David ne prévoyait pas seulement de prendre Rebecca. Il prévoyait d'éliminer complètement Caroline une fois qu'elle ne serait plus utile. « Tu es fou » murmura Caroline. « Je suis méticuleux » corrigea David. « Je suis aussi à court de patience avec tes drames. La prochaine phase de ton traitement commence ce soir.
Rebecca entendit le son distinctif d'un équipement médical roulant sur le sol du sous-sol, suivi des nouvelles luttes et des protestations étouffées de Caroline. Quoi que David prévoyait de faire à sa mère, c'était quelque chose qui nécessitait des contentions et des machines. « Rebecca, tu es toujours là ?» La voix de la répartitrice semblait venir de très loin. « Oui », réussit à murmurer Rebecca, bien que sa voix fût épaisse de larmes. « Les agents arrivent devant chez toi maintenant. Je veux que tu ailles à la porte d'entrée et que tu les laisses entrer, mais déplace-toi très silencieusement. Peux-tu faire ça pour moi ?» Rebecca hocha la tête, puis réalisa que la répartitrice ne pouvait pas la voir. « Oui, je peux faire ça. » Elle sortit du placard sur des jambes tremblantes, le téléphone toujours pressé contre son oreille. La porte du sous-sol se dressait dans sa vision périphérique, mais elle se força à ne pas la regarder. Elle ne pouvait pas aider sa mère en se faisant prendre maintenant. Sa seule chance était de faire venir des gens plus forts que David. Des gens qui avaient l'autorité d'arrêter ce qui se passait dans ce laboratoire du sous-sol. Le couloir d'entrée semblait s'étirer sur des kilomètres. Chaque pas sur le parquet semblait incroyablement bruyant malgré ses efforts pour se déplacer silencieusement. À travers les panneaux de verre décoratifs à côté de la porte d'entrée, elle pouvait voir les lumières clignotantes rouges et bleues des voitures de police peindre la nuit de couleurs urgentes. Rebecca déverrouilla la porte d'entrée avec des doigts tremblants et l'ouvrit pour révéler 2 policiers. Un homme grand aux cheveux grisonnants et une femme plus petite aux yeux bienveillants qui se concentrèrent immédiatement sur le visage de Rebecca, taché de larmes. « Es-tu Rebecca ?» demanda la policière en s'agenouillant au niveau des yeux de Rebecca. « Je suis l'agente Martinez, et voici l'agent Thompson. Nous sommes là pour aider ta mère. »« Elle est au sous-sol » chuchota Rebecca, pointant vers la cuisine. David l'a enfermée là-dedans et elle crie et il lui fait quelque chose de terrible. L'agente Martinez parla rapidement dans sa radio tandis que l'agent Thompson se dirigeait vers la cuisine, la main sur son arme. « Nous avons besoin de renforts et d'une ambulance au 247 Maple Street. Situation possible de violence domestique avec urgence médicale potentielle. » Rebecca suivit les agents jusqu'à la porte du sous-sol, ses pieds nus silencieux sur le carrelage. La maison semblait différente avec la présence de la police, moins comme une prison et plus comme une scène de crime qui était enfin examinée. L'agent Thompson essaya la poignée de la porte du sous-sol et la trouva verrouillée, tout comme Rebecca l'avait su. « Monsieur, c'est la police de Westfield » cria-t-il à travers la porte. « Nous avons besoin que vous ouvriez cette porte immédiatement. » La réponse d'en bas fut immédiate et glaçante. L'équipement médical cessa de bourdonner. Les protestations de Caroline furent soudainement étouffées et la voix de David s'éleva avec un calme parfait. « Agent, il semble y avoir une sorte de malentendu. Je suis le docteur David Brennan et je fournis actuellement un traitement psychologique d'urgence à ma femme. Elle traverse une grave crise de santé mentale et toute interruption pourrait être dangereuse pour son bien-être. »« Monsieur, nous devons vous voir, vous et votre femme, immédiatement, » répondit l'agente Martinez. « Veuillez déverrouiller la porte. »« Je comprends votre inquiétude, » répondit David, sa voix de thérapeute en pleine action. « Mais je suis sûr que vous comprenez que la confidentialité et la sécurité des patients doivent être mes principales considérations. Caroline est fortement sédatée et dans un état très fragile. Peut-être pourrions-nous fixer un rendez-vous demain quand elle sera plus stable. » Rebecca regarda l'expression de l'agent Thompson se durcir. « Monsieur, cette porte s'ouvre maintenant, ou nous allons l'ouvrir pour vous. » Il y eut une longue pause depuis le sous-sol, pendant laquelle Rebecca retint son souffle et pria les forces qui pouvaient l'écouter que David ne blesse pas davantage sa mère avant que l'aide ne puisse l'atteindre. Finalement, la serrure cliqueta et tourna. La porte du sous-sol s'ouvrit, révélant David dans sa chemise et son pantalon parfaitement repassé, pas un cheveu de travers. Son expression était un mélange de préoccupation professionnelle et d'irritation légère face à l'interruption. « Agent, j'apprécie votre réponse à ce qui, j'en suis sûr, semblait être une urgence. » commença David. Mais l'agent Thompson le poussait déjà pour descendre les escaliers du sous-sol. « Madame, est-ce que ça va ?» cria l'agent Thompson dans le sous-sol. La réponse de Caroline fut faible, mais audible. « Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » C'était tout ce que les agents avaient besoin d'entendre. L'agente Martinez parla rapidement dans sa radio, appelant des unités supplémentaires et du personnel médical tandis que l'agent Thompson disparaissait dans les escaliers du sous-sol, son arme dégainée. La façade de David commença enfin à se fissurer. « Vous ne comprenez pas, dit-il à l'agente Martinez, sa voix prenant une note d'autorité désespérée.
Ma femme est malade mentale. Elle a des épisodes violents et des pensées délirantes. Rebecca vous a appelé parce qu'elle a peur et est confuse. Mais c'est une situation médicale, pas criminelle. Mais l'agente Martinez regardait Rebecca, observant son visage pâle, ses mains tremblantes et la tache de sang sur son articulation où elle s'était mordue. Rebecca, ma chérie, es-tu blessée? Rebecca secoua la tête, sa voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. Il ment. Il n'aide pas maman. Il la blesse depuis des mois, et ce soir c'était pire. Il a dit des choses terribles sur mon papa, Thomas, et sur moi, et sur le fait de faire oublier des choses à maman. Rebecca, chérie, tu es confuse, dit David, sa voix prenant ce ton condescendant que les adultes utilisent lorsqu'ils pensent que les enfants ne peuvent pas comprendre des situations complexes. Ta mère a été très malade, et parfois les personnes malades disent des choses qui ne sont pas vraies. J'ai essayé de l'aider à aller mieux, mais... Ces mots furent noyés par la voix de l'agent Thompson depuis le sous-sol. J'ai besoin de cette ambulance ici maintenant et faites venir le détective Walsh sur les lieux immédiatement. Ce n'est pas une dispute domestique. C'est une scène de crime. L'expression de David passa de l'autorité inquiète au calcul froid en l'espace d'un battement de cœur. Pendant un instant, Rebecca vit l'homme de ses rêves, l'étranger en colère qu'il avait abandonné avant sa naissance et qui avait passé des années à planifier son retour. Puis, l'agente Martinez passait les menottes au poignet de David tout en lui lisant ses droits. Et Rebecca était doucement éloignée de la porte du sous-sol par une intervenante auprès des victimes qui était arrivée avec l'équipe de l'ambulance. Alors que les ambulanciers se précipitaient dans les escaliers du sous-sol avec leur équipement, Rebecca eut un dernier aperçu du visage de David. Il la regardait directement et son expression n'était ni en colère ni défaite. Elle était satisfaite, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. Ce regard entrait les rêves de Rebecca pendant des années. Car même à 9 ans, elle comprenait ce que cela signifiait. David croyait qu'il allait gagner. Même arrêté et menotté, même avec ses crimes exposés, il pensait d'une manière ou d'une autre que ce n'était qu'une autre étape dans un jeu plus long. Et Rebecca était terrifiée à l'idée qu'il puisse avoir raison. Le sous-sol que David avait appelé son espace de guérison se révéla être quelque chose de bien plus sinistre sous la lumière crue des lampes de poche de la police. Le choc initial de l'agent Thompson avait cédé la place à un professionnalisme sombre alors qu'il documentait ce qui ne pouvait être décrit que comme un laboratoire médical de fortune conçu pour la torture psychologique. Rebecca était assise dans le salon avec l'intervenante auprès des victimes, Lisa Stone, enveloppée dans une couverture qui sentait la voiture de patrouille et luttant contre l'envie de courir en bas pour voir sa mère. La maison avait été transformée en scène de crime. Du ruban jaune bouclait des sections. Des photographes documentaient les preuves et des détectives se déplaçaient dans des pièces qui avaient autrefois semblé être un foyer avec la précision méthodique de personnes qui avaient vu trop de cruauté humaine. Rebecca, je sais que c'est très effrayant, dit doucement Lisa, sa voix portant le calme exercé de quelqu'un spécialisé dans l'aide aux enfants traversant leur pire moment. Mais je dois te poser quelques questions sur ce que tu as vu et entendu dans cette maison. Peux-tu m'aider à comprendre ce qui s'est passé? Rebecca hocha la tête, bien que sa gorge semblât se serrer. À travers la porte du sous-sol, elle pouvait entendre le chaos contrôlé de l'enquête sur la scène de crime. La voix autoritaire du détective Walsh dirigeant la collecte de preuves, le clic des appareils photo, le plus déchirant, le doux murmure des ambulanciers s'occupant de Caroline. Les rêves, commença Rebecca, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je fais ces rêves depuis des semaines. Mais je pense que c'était en fait des souvenirs de David quand j'étais très petite, avant papa Thomas. Lisa écrivait soigneusement dans son carnet, son expression encourageant Rebecca à continuer. Qu'est-ce que tu voyais dans ces rêves? David criant sur maman quand elle était enceinte. Lui disant qu'il ne voulait pas de bébé. Maman pleurant tout le temps. Les mains de Rebecca se tordaient dans la couverture alors que les souvenirs refoulés se cristallisaient en une clarté déchirante. Puis Thomas est arrivé et David est parti et tout allait mieux. Mais David n'est jamais vraiment parti, n'est-ce pas? Il attendait juste. À travers la porte du sous-sol, la voix du détective Walsh s'éleva clairement. Jésus-Christ. Regardez cet équipement. Ce n'est pas de la thérapie. C'est de la torture psychologique systématique. Rebecca frissonna, mais Lisa posa une main douce sur son épaule. Tu es très courageuse, Rebecca. Je sais que ce sont des choses difficiles à se souvenir et à raconter. Il a tué Thomas, dit soudainement Rebecca, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Il a dit que la défaillance des freins était regrettable, mais nécessaire. Papa Thomas n'est pas seulement mort.
David l'a assassiné pour pouvoir revenir et me prendre. Le stylo de Lisa s'immobilisa sur le papier et Rebecca vit quelque chose changer dans l'expression de la femme. Il ne s'agissait plus seulement de protection de l'enfance. Il s'agissait d'homicide multiple avec une victime qui était encore bien vivante et en danger immédiat. Rebecca, quand as-tu entendu David dire cela à propos de Thomas? Ce soir, quand maman criait dans le sous-sol. Il lui a dit que Thomas était une complication qui devait être résolue. La voix de Rebecca se brisa sur les mots, le chagrin et la rage se livrent en bataille dans sa poitrine. Thomas était le meilleur papa du monde, et David l'a tué juste parce qu'il nous protégeait. Du sous-sol provint le son de quelque chose de lourd déplacé, suivi de la voix du détective Walsh. Nous avons besoin de l'équipe de la police scientifique ici immédiatement et appelez le bureau du procureur. Ils vont vouloir voir ça. La porte d'entrée s'ouvrit pour admettre plus de fonctionnaires. Des gens en costume qui se déplaçaient avec la gravité de ceux qui traitent des crimes qui feraient la une des journaux. Rebecca reconnut le poids de leur présence. Quoi que David ait fait dans ce sous-sol, c'était pire que ce que quiconque avait initialement imaginé. Le docteur Sarah Monroe de l'hôpital arriva avec l'équipe médicale qui transporterait Caroline. Rebecca avait déjà rencontré le docteur Monroe, pendant les jours sombres après la mort de Thomas, quand Caroline avait lutté contre la dépression et que Rebecca avait craint de perdre le seul parent qui lui restait. « Comment va-t-elle » demanda Rebecca alors que le docteur Monroe émergeait du sous-sol après une consultation avec les ambulanciers. L'expression du docteur Monroe était soigneusement contrôlée, mais Rebecca pouvait voir la colère brûler derrière son calme professionnel. « Ta mère est très forte, Rebecca. Elle aura besoin de temps pour se rétablir, mais elle se bat, et c'est ce qui compte le plus en ce moment. » Ce que le docteur Monroe ne dit pas, ce que Rebecca pouvait lire dans la tension de sa mâchoire et la façon dont elle évitait le contact visuel direct, c'était que l'état de Caroline était bien pire que ce que quiconque voulait admettre à une fillette de 9 ans. « L'équipement là-bas », dit doucement Lisa au docteur Monroe, baissant la voix pour qu'elle pense que Rebecca ne pouvait pas entendre. Combien de temps quelqu'un devrait-il être soumis à ce genre de traitement pour montrer les symptômes que nous voyons? Des mois, répondit le docteur Monroe, sa voix portant une note de fureur à peine contenue. Ce n'était pas un incident unique ni même une série d'attaques isolées. C'était une destruction psychologique systématique et calculée menée par quelqu'un ayant une connaissance approfondie de la neurologie et de la thérapie cognitive. Rebecca se sentit mal en réalisant que chacune des prétendues séances de David avec des clients dans le sous-sol avait en fait été une séance de torture avec sa mère. Chaque nuit où David avait prétendu aider des individus en difficulté à surmonter leur traumatisme, il avait en fait mené des expériences illégales sur l'esprit de Caroline. Le détective Walsh sortit du sous-sol, l'expression sombre. Derrière lui, 2 techniciens portaient ce qui ressemblait à un équipement médical sophistiqué. Des machines qui appartenaient aux hôpitaux, pas au sous-sol de banlieue. Rebecca, dit le détective Walsh, s'installant sur une chaise en face d'elle avec les mouvements prudents de quelqu'un annonçant une nouvelle qui allait changer sa vie. Je dois t'expliquer ce que nous avons trouvé en bas car il sera important que tu comprennes à mesure que nous avançons dans cette affaire. Rebecca redressa les épaules, puisant dans des réserves de courage qu'elle ne savait pas posséder. Je veux tout savoir. Le détective Walsh jeta un coup d'œil à Lisa, qui hocha la tête de manière encourageante. Le sous-sol contient ce qui ne peut être décrit que comme une installation médicale illégale conçue pour la manipulation psychologique. Il y a des systèmes de contention, de l'équipement d'électrochoc et des machines conçues pour administrer des doses contrôlées de médicaments psychiatriques sans surveillance médicale appropriée. L'estomac de Rebecca se retourna, mais elle se força à écouter. Qu'est-ce qu'il faisait à maman? D'après les preuves et l'évaluation médicale initiale de ta mère, il semble que David utilisait une combinaison de pharmacothérapie et de traitement par électrochoc pour interférer avec la formation et le rappel de sa mémoire. Essentiellement, il essayait d'effacer des souvenirs spécifiques tout en renforçant d'autres. Les souvenirs de lui étant mon vrai père, dit Rebecca. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté horrible. Il voulait que maman se souvienne de cette partie, mais qu'elle oublie tout le reste. Qu'elle oublie comment il nous a abandonnés. Qu'elle oublie comment Thomas nous a sauvés. Qu'elle oublie pourquoi elle avait peur de lui. C'est exactement ça. La voix du détective Walsh portait une note d'admiration pour la compréhension rapide de Rebecca. Mais nous avons aussi trouvé autre chose là-bas qui va être une preuve cruciale. Il sortit un journal épais relié en cuir d'un sac de preuves. David tenait des registres détaillés de chaque séance, de chaque traitement, de chaque étape de son plan. Il a tout documenté,
ses méthodes, ses objectifs et son calendrier pour les atteindre. Rebecca fixa le journal, reconnaissant l'écriture précise de David sur les pages visibles. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit sur le fait de vous retrouver, toi et ta mère, après la mort de Thomas. Il a écrit sur la planification de l'accident de voiture de Thomas. Il a écrit sur sa stratégie de séduction avec Caroline et ses plans pour s'intégrer dans votre famille. Le détective Walsh fit une pause, luttant clairement pour savoir combien partager avec une enfant. Et il a écrit sur son objectif ultime de réclamer légalement ta garde une fois que Caroline serait déclarée mentalement incompétente. Les mots frappèrent Rebecca comme des coups physiques. David n'avait pas seulement voulu détruire Caroline. Il avait voulu le faire d'une manière qui lui donnerait un contrôle légal complet sur Rebecca. Si son plan avait réussi, Rebecca aurait été placée sous la garde du beau-père aimant de sa mère pendant que Caroline était internée pour maladie mentale. Mais ce n'est pas le pire, continua le détective Walsh, sa voix douce mais ferme. Les entrées du journal du mois dernier indiquent que David accélérait son calendrier. Il prévoyait d'éliminer complètement Caroline dans les prochaines semaines. Rebecca sentit le sang quitter son visage. L'éliminer? Le journal contient des plans détaillés pour mettre en scène le suicide de Caroline, avec une note expliquant sa dépression et son instabilité mentale. Il avait déjà commencé à préparer les documents juridiques qui lui accorderaient la garde d'urgence de toi en cas de décès de Caroline. Le salon sembla tourner autour avait orchestré chaque aspect de leur vie pendant des mois, jouant le rôle du beau-père aimant tout en détruisant systématiquement l'esprit de Caroline et en planifiant son meurtre. Et pendant tout ce temps, il avait constitué un dossier juridique pour lui-même en tant que tuteur dévoué de Rebecca. « Rebecca, dit doucement Lisa, je veux que tu comprennes que rien de tout cela n'était de ta faute. David est un homme très malade qui a passé des années à planifier ses crimes. Il n'y avait rien que toi ou ta mère auriez pu faire pour l'empêcher de cibler votre famille. » Mais Rebecca entendit à peine le réconfort. Elle pensait à toutes les fois où David avait été seul avec Caroline. Toutes les nuits où il avait prétendu travailler tard dans son bureau du sous-sol. Tous les matins où Caroline avait semblé confuse et désorientée. Elle pensait à la perte de poids de Caroline, à son anxiété croissante, à sa dépendance grandissante au conseil et au soutien de David. Surtout, elle pensait à quel point David était passé près de réussir. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Rebecca, sa voix stable malgré les larmes coulant sur son visage. « Maintenant, nous nous assurons que David ne puisse plus jamais vous faire de mal, à toi ou à ta mère, » dit le détective Walsh avec une intensité tranquille. Les preuves que nous avons recueillies ce soir sont suffisantes pour l'inculper de tentative de meurtre, d'agression aggravée, d'exercice illégal de la médecine et de complot en vue de commettre un meurtre. Quand on ajoute la mort de Thomas et les preuves dans ce journal, il risque plusieurs peines de prison à vie. Mais même alors que le détective Walsh parlait avec confiance de justice et de conséquences légales, Rebecca ne pouvait se défaire du souvenir de l'expression satisfaite de David lorsque les menottes lui furent passées au poignet. Il avait l'air d'un homme dont le plan se déroulait exactement comme il l'avait prévu. « Et s'il sort » demanda Rebecca. « Et s'il trouve un moyen de faire croire aux gens son histoire sur le fait que maman est folle ?»« Ça n'arrivera pas » l'assura le détective Walsh. Les preuves médicales à elles seules suffisent à prouver ce qu'il faisait à ta mère. Aucun avocat ou juge compétent n'acceptera ces affirmations sur la fourniture d'une thérapie légitime. Le son du brancard de l'ambulance remontant du sous-sol interrompit leur conversation. Rebecca entrevit Caroline attachée à la civière, son visage pâle et ses yeux fermés, entourée d'équipements médicaux et d'ambulanciers inquiets. Elle avait l'air si petite et fragile, rien à voir avec la femme forte et vibrante qui avait élevé Rebecca avec une protection si féroce. « Puis-je aller avec elle » demanda Rebecca, commençant à se lever de sa chaise. « Les médecins ont besoin d'espace pour travailler en ce moment, » dit doucement le docteur Monroe. « Mais je te promets que tu pourras la voir très bientôt. Elle va dans le meilleur établissement psychiatrique de l'État où ils sont spécialisés dans l'aide aux personnes se remettant exactement de ce genre de traumatisme. » Alors que l'ambulance disparaissait dans la nuit avec sa précieuse cargaison, Rebecca se retrouva seule avec la prise de conscience que son enfance, ce qu'il en restait, était terminée. La petite fille qui s'inquiétait des devoirs, des amis et des problèmes normaux d'une fillette de 9 ans avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait que les monstres étaient réels, qu'ils pouvaient vivre dans votre maison, manger à votre table et convaincre le monde qu'ils vous aimaient. Mais cette petite fille avait aussi découvert qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Assez forte pour passer l'appel qui a sauvé la vie de sa mère. Assez forte pour affronter la vérité sur l'histoire de sa famille.
assez forte pour regarder le mal en face et refuser d'être intimidée par lui. Alors que le détective Walsh continuait de documenter la scène de crime et que Lisa prenait des dispositions pour le placement temporaire de Rebecca chez la sœur de Caroline, Rebecca fit une promesse silencieuse à sa mère inconsciente et à son père assassiné. David leur avait peut-être volé des mois de leur vie et des années de leur paix. Mais ils ne gagneraient pas. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les batailles juridiques à venir, quelle que soit la longue route de la guérison qui s'étendait devant eux, Rebecca y ferait face avec la connaissance que l'amour était plus fort que la manipulation, la vérité plus puissante que les mensonges, et que parfois, le courage d'une fillette de 9 ans suffisait à abattre un monstre. Le laboratoire du sous-sol était démantelé pièce par pièce, ses instruments de torture catalogués comme preuve dans ce qui allait devenir l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'histoire du Massachusetts. Mais à l'étage, dans le salon où David avait autrefois joué le rôle de beau-père dévoué, Rebecca Ashford était assise, enveloppée dans une couverture, et commençait le long processus de reconquête de sa vie sur l'homme qui avait essayé de la lui voler. 3 jours après l'arrestation, Rebecca était assise dans la salle d'attente stérile de l'Institut psychiatrique de Brookhaven. Ses petites mains jointes sur ses genoux alors qu'elle attendait la permission de voir sa mère. Les 72 dernières heures s'étaient écoulées dans un flou d'interrogatoires de police, de visites d'assistantes sociales et de séjours chez tante Patricia. La sœur cadette de Caroline, qui était venue de New York dès qu'elle avait reçu l'appel téléphonique dévastateur. Patricia Ashford Williams était tout ce que Caroline avait été autrefois, vibrante, confiante et farouchement protectrice. Mais assise à côté de Rebecca sur les chaises en plastique inconfortables, son sang-froid habituel était fissuré par une rage à peine contenue face à ce que David avait fait à sa sœur. Le docteur a dit que maman me demandait, dit doucement Rebecca, brisant le silence qui s'était installé entre elles depuis 20 minutes. C'est vrai, confirma Patricia en tendant la main pour serrer celle de Rebecca. Le docteur Martinez dit que la mémoire de ta mère commence à revenir par fragments. Les traitements que David lui a donnés ont brouillé sa chimie cérébrale, mais l'esprit humain est remarquablement résilient. Elle se bat pour nous retrouver. À travers les fenêtres en verre renforcé de la salle d'attente, Rebecca pouvait voir le jardin sécurisé où les patients étaient autorisés à faire des promenades supervisées. C'était un espace agréable conçu pour ressembler davantage à un parc qu'à un établissement médical. Mais la présence subtile de caméras de sécurité et de portails verrouillés rappelait à tous que c'était un lieu pour les personnes dont l'esprit avait été endommagé de manière à nécessiter une guérison attentive. Une femme d'âge mûr en blouse blanche s'approcha d'eux avec une expression aimable mais sérieuse. Mademoiselle Ashford, je suis le docteur Elena Martinez, la psychiatre principale de votre mère. Je travaille avec elle depuis son arrivée, et je pense qu'elle est prête à vous voir maintenant. Rebecca se leva rapidement, le cœur battant d'un mélange d'espoir et de peur. Est-ce qu'elle va mieux? Est-ce qu'elle se souvient de moi? Le docteur Martinez s'agenouilla au niveau des yeux de Rebecca, son expression douce mais honnête. Votre mère a subi ce qu'on appelle un traumatisme psychologique systématique. Les traitements que M. Brennan lui a infligés étaient conçus, elle se souvient de toi, ma chérie. Mais il y a encore des lacunes, des choses importantes qu'elle s'efforce de reconstituer. Comme quoi? Demanda Rebecca, bien qu'une partie d'elle craignît la réponse. Elle se souvient de t'aimer et de te protéger, mais elle a du mal à se souvenir d'événements spécifiques de l'année écoulée. Elle sait que David lui a fait du mal, mais les détails sont fragmentés. Plus important encore, elle a du mal à faire confiance à ses propres perceptions. L'un des aspects les plus cruels de ce qui lui a été fait est qu'on l'a amené à douter de son propre esprit. La mâchoire de Patricia se serra de colère. Combien de temps lui faudra-t-il pour se rétablir complètement? La guérison de ce type d'abus psychologique est un long processus, dit prudemment le docteur Martinez. Avec un traitement et un soutien appropriés, nous nous attendons à voir une amélioration significative au cours des prochains mois, mais Caroline portera probablement toujours des cicatrices de ce qu'elle a enduré. Rebecca hocha la tête, essayant de traiter cette information avec la maturité que le traumatisme lui avait imposée. Puis-je la voir maintenant? Le docteur Martinez les conduisit à travers une série de portes verrouillées et dans un couloir bordé d'œuvres d'art créées par des patients en art-thérapie. La chambre de Caroline se trouvait au bout du couloir, un espace privé avec vue sur le jardin et meublé davantage comme une chambre d'hôtel que d'hôpital. Caroline était assise près de la fenêtre quand ils entrèrent. Ses cheveux auburn, propres et brossés, pendaient mollement autour d'un visage qui semblait des années plus vieux qu'il ne le devrait. Quand elle vit Rebecca, son expression se transforma avec une joie si profonde qu'elle fit monter les larmes aux yeux de tout le monde. Rebecca,
murmura Caroline en ouvrant les bras. Ma belle et courageuse fille. Rebecca courut vers sa mère, enfouissant son visage contre l'épaule de Caroline et respirant l'odeur familière de son parfum mêlé à l'odeur clinique du savon médical. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit vraiment en sécurité. J'ai eu si peur, maman, dit Rebecca, sa voix étouffée contre la blouse d'hôpital de Caroline. Je pensais qu'il t'avait fait si mal que tu ne reviendrais pas vers moi. Caroline serra sa fille fort contre elle, ses propres larmes coulant librement. Je suis là, bébé. Je me bats encore pour revenir, mais je suis là. Et je me souviens de la chose la plus importante. Je me souviens à quel point je t'aime. Ils s'assirent ensemble sur le lit de Caroline pendant que Patricia s'installait sur la chaise du visiteur. Et pendant quelques minutes, ils se tinrent simplement dans les bras l'un de l'autre en silence. Mais Rebecca pouvait sentir le tremblement dans les mains de sa mère et voir la confusion qui vacillait sur son visage lorsqu'elle essayait de se concentrer sur des souvenirs spécifiques. « Maman », dit Rebecca avec précaution. « Te souviens-tu de ce que David t'a fait ?» L'expression de Caroline devint distante et troublée. Des bribes. Je me souviens d'avoir eu peur et je me souviens de la douleur, mais c'est comme essayer de se souvenir d'un cauchemar. Plus j'essaie de me concentrer sur les détails, plus il s'échappe. Les médecins disent que c'est normal, intervint Patricia. Ton cerveau se protège en bloquant les pires souvenirs. Mais j'ai besoin de me souvenir, dit Caroline avec une intensité soudaine. La police n'arrête pas de me poser des questions sur les plans de David, sur des choses qu'il a dites, sur des preuves qu'ils ont trouvées dans son journal. Ils ont besoin que je témoigne sur ce qu'il a fait. Mais comment puis-je témoigner sur des choses dont je ne me souviens pas clairement ? Le docteur Martinez, qui avait observé tranquillement la réunion, s'avança. Caroline, nous en avons discuté. Votre témoignage n'est qu'une partie du dossier contre David Brennan. Les preuves physiques, le récit de Rebecca et les propres plans documentés de David fournissent une base très solide pour les poursuites. Rebecca regarda les adultes, sentant un courant sous-jacent d'inquiétude qu'il ne partageait pas avec elle. Y a-t-il un problème avec le dossier contre David ? Patricia et le docteur Martinez échangèrent un regard qui confirma les soupçons de Rebecca. Rebecca, dit Patricia avec précaution, David a engagé une équipe juridique très chère. Ils prétendent que les problèmes de mémoire de Caroline font d'elle un témoin peu fiable, et ils soutiennent que David fournissait une thérapie légitime à une patiente malade mentale. Rebecca sentit son sang se glacer. Mais ce n'est pas vrai. L'équipement dans le sous-sol est exactement le genre d'équipement utilisé dans le traitement psychiatrique légitime, dit sombrement le docteur Martinez. Les avocats de David soutiennent qu'il fournissait une thérapie expérimentale avec le consentement de Caroline et que son état actuel est le résultat de sa maladie mentale sous-jacente, pas d'abus. Toute l'horreur du plan de David devenait claire. Il n'avait pas seulement torturé Caroline. Il l'avait fait d'une manière qui l'empêcherait de témoigner de manière crédible contre lui en endommageant sa mémoire et son état mental. Il avait créé un doute raisonnable sur sa fiabilité en tant que témoin. Mais je l'ai entendu, dit Rebecca avec urgence. Je l'ai entendu avouer avoir tué Thomas et prévoir de tuer maman. Je l'ai entendu dire des choses terribles sur le fait de me posséder parce qu'il est mon père biologique. Et ton témoignage sera crucial, l'assura Patricia. Mais les avocats de David vont soutenir qu'une enfant de 9 ans a peut-être mal compris ce qu'elle a entendu, surtout dans une situation traumatisante. Le visage de Caroline devint blanc. Père biologique ? De quoi parles-tu ? La pièce devint silencieuse alors que tout le monde réalisait que la mémoire endommagée de Caroline avait effacé l'une des pièces les plus cruciales du puzzle. Elle ne se souvenait pas que David était le père biologique de Rebecca, la motivation centrale de tout ce qu'il avait fait. « Maman », dit doucement Rebecca, prenant les mains de Caroline dans les siennes. « David est mon vrai père, d'avant Thomas. Il nous a abandonnés quand tu étais enceinte, et Thomas t'a épousée pour nous protéger. Mais David est revenu après la mort de Thomas parce qu'il voulait me réclamer. » Caroline fixa Rebecca avec une horreur croissante alors que des fragments de souvenirs refoulés commençaient à faire surface. « Les rêves » murmura-t-elle. « Je fais des rêves d'un homme qui ressemblait à David, mais plus jeune, plus en colère. Il criait qu'il ne voulait pas de bébé, que j'essayais de le piéger. »« Ce ne sont pas des rêves, Caroline, » dit doucement le docteur Martinez. « Ce sont des souvenirs qui commencent à revenir. » Caroline pressa ses mains contre ses tempes, son visage se tordant sous l'effort de se souvenir. « Il a tué Thomas. Il a vraiment tué Thomas pour arriver jusqu'à Rebecca. »« Oui, » dit Rebecca, sa voix stable malgré ses larmes. «
Et il allait te tuer aussi. Une fois qu'il n'aurait plus eu besoin de toi. Le poids de cette révélation s'abattit sur Caroline comme un coup physique. Elle regarda Rebecca avec un mélange d'amour et de terreur, comme si elle voyait sa fille clairement pour la première fois depuis des mois. Tout ce temps, murmura Caroline. Je pensais que je devenais folle. Je pensais que la confusion et les problèmes de mémoire étaient dus à ma faiblesse, parce que je ne pouvais pas gérer la mort de Thomas et le stress d'un nouveau mariage. Mais David me rendait malade. Il empoisonnait mon esprit. Il essaie toujours d'empoisonner l'esprit des gens, dit sombrement Patricia. Son équipe juridique a déjà lancé une campagne médiatique le présentant comme un thérapeute dévoué qui essayait d'aider sa femme malade mentale, pour être faussement accusée par une enfant traumatisée. Rebecca sentit une vague familière de la colère qui l'avait soutenue pendant les pires moments des derniers jours. On ne peut pas le laisser gagner. On ne peut pas le laisser faire croire aux gens que maman est folle et que je mens. Nous ne le ferons pas, dit fermement le docteur Martinez. Les preuves médicales sont accablantes. La nature systématique des blessures de Caroline, le schéma spécifique de perte de mémoire, l'équipement illégal trouvé dans son sous-sol, tout cela soutient votre version de ce qui s'est passé. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Demanda Caroline, sa voix petite et effrayée. Avant que quiconque puisse répondre, le téléphone de Patricia vibra avec un SMS urgent. Elle le lut rapidement, son expression passant à une satisfaction sombre. C'était le détective Walsh, annonça TL. Ils ont fait une percée dans l'affaire de Thomas. L'équipe de la police scientifique a trouvé des preuves de sabotage dans l'épave de sa voiture. Des preuves qui correspondent à des outils trouvés dans l'atelier du sous-sol de David. Rebecca sentit une vague d'espoir. Ils peuvent prouver que David a tué Thomas. On dirait bien. Et il y a plus. Ils ont retracé les mouvements de David pendant les 6 mois précédant sa rencontre coïncidente avec Caroline. Il avait systématiquement fait des recherches sur votre famille, appris vos routines, identifié vos vulnérabilités. La préméditation est indéniable. Caroline ferma les yeux, submergée par l'ampleur de la tromperie de David. Il a joué le sauveur parfait du veuf éploré. Il savait exactement ce que j'avais besoin d'entendre, exactement comment me faire sentir en sécurité et protégé parce qu'il nous étudiait comme des rats de laboratoire, dit Rebecca, la compréhension adulte dans sa voix surprenant les adultes autour d'elle. Il savait que maman était seule et effrayée, et il savait qu'un père me manquait. Il a utilisé notre amour contre nous. Le docteur Martinez hocha la tête, approuvant la perspicacité de Rebecca. Comprendre que la manipulation de David n'était pas de votre faute est crucial pour vous deux. C'est un prédateur qui a passé des années à planifier ses crimes. Personne n'aurait pu voir à travers sa tromperie. Mais j'ai vu à travers, dit doucement Rebecca. Une partie de moi a toujours su que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû faire confiance à mes instincts plus tôt. Tu leur as fait confiance quand c'était le plus important, dit Caroline en serrant à nouveau Rebecca dans ses bras. Tu nous as sauvé la vie à toutes les deux en passant cet appel. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la chambre d'hôpital, entourés des preuves de la cruauté de David, mais aussi de l'amour qui y avait survécu, Rebecca commença à comprendre que leur bataille était loin d'être terminée. David était peut-être en prison, mais sa dernière arme était le système judiciaire lui-même. Le même système qui était censé les protéger pourrait être manipulé pour le libérer. Mais Rebecca comprit aussi autre chose. Elle n'était plus la même enfant effrayée qui s'était cachée dans un placard il y a 3 nuits. Elle avait regardé le mal en face et avait refusé de se taire. Elle avait trouvé sa voie dans le moment le plus sombre de sa vie, et elle l'utiliserait pour s'assurer que David ne blesse plus jamais personne. La petite fille qui avait cru aux familles de contes de fées avait disparu pour toujours. Mais à sa place se trouvait quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui savait que l'amour valait la peine de se battre. Même lorsque le combat semblait impossible à gagner. 6 semaines après l'arrestation de David, Rebecca était assise dans la salle de préparation des témoins du palais de justice du comté de Suffolk. Ses petites jambes se balançaient sur la chaise pour adultes tandis que la procureure adjointe Catherine Blake passait en revue son témoignage une dernière fois. L'audience préliminaire devait commencer dans 1 heure, et Rebecca sentait le poids de la justice peser sur ses épaules de fillette de 9 ans comme une force physique. « Souviens-toi, Rebecca, » dit doucement Catherine, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait poursuivi des affaires de violence familiale pendant plus d'1 décennie. L'avocat de David va essayer de t'embrouiller. Il va suggérer que tu as mal compris ce que tu as entendu cette nuit-là, ou que ta peur t'a fait imaginer des choses qui ne se sont pas produites. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité, exactement comme tu t'en souviens.
Rebecca hocha la tête solennellement, les mains jointes sur ses genoux. Elle avait considérablement grandi au cours du dernier mois et demi. Pas seulement de la manière dont le traumatisme force une maturité prématurée, mais dans sa compréhension du fonctionnement réel du monde. Elle avait appris que dire la vérité n'était pas toujours suffisant. Que les personnes maléfiques pouvaient engager des avocats intelligents pour tordre la réalité jusqu'à ce que le noir semble blanc et que les victimes semblent être les coupables. « Et si le juge ne me croit pas ?» demanda Rebecca, exprimant la peur qui l'avait empêchée de dormir la nuit. « La juge Morrison siège depuis 20 ans, l'assura Catherine. Elle a vu toutes les formes de manipulation et de tromperie qui existent. Elle reconnaîtra la vérité quand elle l'entendra. » À travers la fenêtre de la salle de préparation, Rebecca pouvait voir le cirque médiatique qui s'était formé devant le palais de justice. L'affaire David était devenue une sensation. Le thérapeute respecté accusé de torturer sa femme et de comploter pour assassiner sa belle-fille avait captivé l'imagination du public de la pire des manières. Certains journalistes le qualifiaient de monstre, mais d'autres se demandaient si une veuve en deuil et une enfant traumatisée pouvaient être dignes de confiance pour distinguer la réalité de l'imagination. « Est-ce que maman est prête à témoigner ?» demanda Rebecca, bien qu'elle sût déjà que la réponse serait compliquée. L'expression de Catherine devint soigneusement neutre. Ta mère a fait des progrès remarquables dans sa guérison, mais le docteur Martinez estime que témoigner en audience publique pourrait être trop traumatisant pour son état mental actuel. Nous allons nous fier principalement aux preuves médicales de ses blessures et aux enregistrements de ses premiers entretiens avec la police. Ce que Catherine ne dit pas, mais que Rebecca comprit néanmoins, c'est que la mémoire endommagée et l'état psychologique fragile de Caroline faisaient d'elle un handicap à la barre des témoins. Les avocats de David la mettraient en pièces, utilisant sa confusion et ses lacunes de mémoire pour soutenir leur récit selon lequel elle était une femme malade mentale qui avait imaginé la plupart de ses abus. Patricia apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle mais déterminé. Elle avait pris un congé de son travail à New York pour soutenir Caroline et Rebecca pendant les procédures judiciaires, et le stress se lisait dans les nouvelles rides autour de ses yeux. C'est l'heure. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi Rebecca s'attendait en voyant les émissions de télévision, mais elle semblait énorme alors qu'elle franchissait les portes et voyait la foule assemblée d'avocats, de journalistes et d'observateurs. David était assis à la table de la défense avec son équipe juridique, 3 costumes coûteux qui avaient passé les 6 dernières semaines à construire une fiction élaborée sur son innocence. Lorsque Rebecca vit David pour la première fois depuis son arrestation, elle fut frappée par son apparence différente. Fini le beau-père parfaitement soigné qui s'asseyait à leur table pour une conversation agréable. Ce David était plus mince, ses cheveux en désordre, ses yeux portant une intensité vide qui donnait la chair de poule à Rebecca. Mais lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle d'audience, son expression se mua en quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Un regard de déception paternelle, comme si elle était une enfant méchante qui avait raconté des histoires sur quelque chose qu'elle ne comprenait pas. La juge Morrison était une femme à l'air sévère dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui semblaient ne rien manquer. Elle avait clairement lu tous les documents de l'affaire, car ses premières questions au ministère public étaient pointues et spécifiques. « Maître Blake », commença la juge Morrison, « cette cour comprend que l'accusé est inculpé d'abus psychologiques systématiques, de complot en vue de commettre un meurtre et du meurtre effectif de Thomas Ashford. Ce sont des accusations extraordinairement graves. J'espère que vous avez des preuves extraordinaires pour les étayer. »« Nous en avons, votre honneur, » répondit Catherine en se levant avec la confiance de quelqu'un qui avait bâti un dossier inébranlable. Les preuves montreront que David Brennan a orchestré un plan de plusieurs années pour obtenir la garde de sa fille biologique en assassinant son père adoptif et en détruisant psychologiquement sa mère. L'avocat principal de David, un homme aux cheveux argentés nommé Jonathan Pierce, qui facturait plus par heure que la plupart des gens ne gagnaient en un mois, objecta immédiatement. « Votre honneur, l'accusation caractérise des événements présumés d'une manière qui présuppose la culpabilité. Mon client est un thérapeute familial agréé qui fournissait un traitement innovant à sa femme malade mentale. Le malentendu tragique qui a conduit à ces accusations provient de la mauvaise interprétation par une enfant perturbée de procédures médicales légitimes. » Rebecca sentit son visage brûler de colère d'être qualifiée de perturbée, mais Catherine l'avait préparée à cela. Toute la stratégie de défense de David reposait sur le fait de présenter Rebecca comme un témoin peu fiable et Caroline comme une femme malade mentale qui ne pouvait pas distinguer la réalité du délire. Le ministère public présentera son dossier, dit fermement la juge Morrison, et la défense aura l'occasion de répondre.
Monsieur Pierce, les qualifications professionnelles de votre client ne l'immunisent pas contre des accusations criminelles si les preuves les soutiennent. Le premier témoin fut le détective Walsh, qui présenta méthodiquement les preuves matérielles trouvées dans le laboratoire du sous-sol de David. Les photographies de l'équipement médical illégal furent projetées sur des écrans dans la salle d'audience, et Rebecca entendit plusieurs spectateurs halter en voyant les images de systèmes de contention et d'appareils à électrochoc qui appartenaient à une chambre de torture, pas à un bureau de thérapie. Détective Walsh demanda Catherine. À votre avis professionnel, cet équipement était-il conçu pour un traitement psychiatrique légitime? Absolument pas, répondit fermement le détective Walsh. Cet équipement a été modifié pour fonctionner sans les protocoles de sécurité requis pour un usage médical. Les systèmes de contention étaient conçus pour empêcher l'évasion, pas pour assurer la sécurité du patient. C'était une installation conçue pour la torture systématique, déguisée en thérapie. L'avocat de David contre-interrogea immédiatement le détective Walsh, se concentrant sur le manque de formation médicale du détective et suggérant qu'il n'était pas qualifié pour juger de la légitimité de l'équipement psychiatrique. Mais le détective Walsh s'était préparé à cette ligne d'attaque, produisant le témoignage d'experts de 3 psychiatres indépendants qui avaient examiné l'installation du sous-sol et conclu à l'unanimité qu'elle était conçue pour l'abus, pas le traitement. L'expert médical de l'accusation, le docteur James Rodriguez de la Harvard Medical School, prit la parole ensuite. Son témoignage fut dévastateur dans sa précision clinique. Le schéma des blessures que nous avons observé chez Caroline Ashford est compatible avec une torture psychologique systématique, expliqua le docteur Rodriguez à la cour. La combinaison spécifique d'intervention pharmaceutique et de traitement par électrochoc a été conçue pour interférer avec la formation de la mémoire tout en augmentant la dépendance psychologique à l'agresseur. Ce n'était pas de la thérapie. C'était un lavage de cerveau méthodique. Docteur Rodriguez, continua Catherine, ces blessures auraient-elles pu être auto-infligées ou le résultat d'un traitement médical consenti? Impossible, répondit le docteur Rodriguez sans hésitation. Les dommages neurologiques que nous avons observés ne pouvaient avoir été causés que par un abus systématique prolongé. Aucun professionnel de la santé légitime n'administrerait jamais ces traitements sans une surveillance et des garanties appropriées. L'avocat de David tenta de contester les conclusions du docteur Rodriguez, mais les preuves médicales étaient accablantes. Les scanners cérébraux montraient des schémas spécifiques de dommages compatibles avec une thérapie par électrochoc forcé. Les tests sanguins révélaient des traces de médicaments psychiatriques qui n'avaient jamais été prescrits par le médecin habituel de Caroline, et les preuves physiques documentaient des mois d'abus systématiques. Puis vint le moment que Rebecca avait redouté et anticipé à la fois. Catherine l'appela par son nom et elle se dirigea vers la barre des témoins sur des jambes tremblantes, parfaitement consciente que chaque personne dans la salle d'audience la regardait avec des degrés variables de sympathie, de scepticisme et de curiosité. La juge Morrison regarda Rebecca avec bienveillance, mais aussi avec gravité. « Rebecca, comprends-tu que tu es ici pour dire la vérité sur ce qui s'est passé dans ta maison ?»« Oui, votre honneur, » répondit Rebecca, sa voix claire malgré ses nerfs. « Et comprends-tu la différence entre dire la vérité et raconter une histoire ?»« Oui, votre honneur. La vérité, c'est ce qui s'est réellement passé, même si c'est effrayant ou difficile à croire. » Catherine commença par des questions douces sur la vie de famille de Rebecca avant l'arrivée de David, établissant la relation aimante qu'elle avait partagée avec Thomas et Caroline. Rebecca parla de la gentillesse de Thomas, de son dévouement envers elle et Caroline, et de la stabilité qu'il avait fournie pendant les années les plus importantes de son enfance. « Rebecca, quand David est entré pour la première fois dans la vie de ta famille, comment te sentais-tu à son sujet ?» Rebecca réfléchit attentivement. Au début, je voulais l'aimer parce que maman semblait heureuse, mais quelque chose a toujours semblé faux. Il disait les bonnes choses et faisait les bonnes choses, mais c'était comme s'il jouait dans une pièce de théâtre. Peux-tu donner un exemple à la cour de ce que tu veux dire? Il me posait des questions sur l'école, mais il ne se souvenait jamais de mes réponses. Il disait qu'il m'aimait, mais ses yeux semblaient froids, et il observait toujours maman comme s'il l'étudiait. L'avocat de David objecta que Rebecca offrait de la spéculation plutôt qu'un témoignage factuel, mais la juge Morrison permit au témoignage de continuer, notant que les perceptions d'un enfant sur le comportement des adultes pouvaient être des preuves pertinentes. Catherine avança prudemment dans la chronologie de l'intégration de David dans leur famille, les changements progressifs dans le comportement de Caroline, et les restrictions et règles croissantes qui avaient transformé leur maison en quelque chose qui ressemblait plus à une prison. « Rebecca,
Je veux que tu racontes à la cour la nuit où tu as appelé le 911. Qu'as-tu entendu qui t'a fait sentir que ta mère était en danger? Rebecca prit une profonde inspiration et commença à raconter les événements de cette nuit terrible. Elle parla d'avoir entendu les cris de Caroline depuis le sous-sol, des choses que David avait dites sur le meurtre de Thomas, de ses revendications de propriété sur Rebecca, et de ses plans pour éliminer Caroline une fois qu'elle ne serait plus utile. Il a dit que Thomas était une complication qui devait être résolue, témoigna Rebecca, sa voix se renforçant à mesure qu'elle parlait. Il a dit que la défaillance des freins était regrettable mais nécessaire. Il a dit que je lui appartenais parce qu'il était mon père biologique et que maman ne pouvait plus me protéger. La salle d'audience était absolument silencieuse alors que Rebecca continuait son témoignage, décrivant la confession froide de David au meurtre et ses plans détaillés pour la mort de Caroline. Ces paroles portaient l'anneau de la vérité absolue, trop spécifique et trop horrible pour être l'invention de l'imagination d'un enfant. Le contre-interrogatoire de l'avocat de David fut brutal mais soigneusement contrôlé. Il ne pouvait pas attaquer Rebecca trop agressivement sans paraître brutaliser une enfant, mais il essaya systématiquement de saper sa crédibilité. « Rebecca, n'est-il pas vrai que tu voyais un psychiatre à cause de problèmes de comportement? » « Je voyais le docteur Vance parce que j'étais triste de la mort de mon papa Thomas, corrigea fermement Rebecca. « Et n'est-il pas vrai que tu avais des rêves et des épisodes où tu devenais confuse au sujet de la réalité? J'avais des souvenirs de David étant là quand j'étais très petite. Ils semblaient être des rêves parce que j'étais trop jeune pour les comprendre à l'époque. Rebecca, quand tu as entendu ce que tu crois être les cris de ta mère cette nuit-là, n'est-il pas possible que tu aies eu un autre de ces épisodes? Que tu aies imaginé des choses qui ne se sont pas vraiment produites? » Rebecca regarda directement David en répondant, sa voix stable et claire. « Je sais ce que j'ai entendu. David a avoué avoir tué mon papa, Thomas, et il torturait ma maman pour lui faire oublier la vérité sur qui il était vraiment. Je n'ai rien imaginé de tout cela. » L'avocat essaya plusieurs autres approches, suggérant que Rebecca avait été influencée par des conversations d'adultes, qu'elle avait mal compris des procédures thérapeutiques, que son traumatisme avait déformé ses souvenirs. Mais le témoignage de Rebecca resta cohérent et inébranlable. Elle avait entendu ce qu'elle avait entendu, et aucune manœuvre juridique ne pouvait changer cette vérité fondamentale. Quand Rebecca descendit de la barre des témoins, elle eut l'impression d'avoir vieilli d'1 an en l'espace de 2 heures. Mais elle sentit aussi autre chose, un sentiment d'achèvement, comme si elle avait enfin pu parler pour Thomas, pour Caroline, et pour elle-même d'une manière qui ne pouvait être ignorée ou rejetée. La dernière pièce à conviction de l'accusation fut le propre journal de David, lu à haute voix par Catherine avec l'écriture précise de David. Les entrées documentaient sa planification systématique du meurtre de Thomas, sa manipulation prudente du deuil de Caroline, ses observations détaillées des routines et des vulnérabilités de Rebecca, et son calendrier pour obtenir un contrôle complet sur L2. Mois 6. La résistance de Caroline faiblit comme prévu. Les traitements de mémoire ont l'effet désiré. Elle remet en question ses propres perceptions plus fréquemment et s'appuie de plus en plus sur mes conseils. Rebecca reste méfiante mais manque du cadre cognitif pour articuler ses préoccupations efficacement. Mois 7, accélération du calendrier. La dégradation mentale de Caroline progresse plus vite que prévu. Il faudra peut-être mettre en œuvre la solution finale plus tôt que prévu pour éviter une attention indésirable des professionnels de la santé. Mois 8. Les rêves de Rebecca deviennent plus fréquents. L'esprit de l'enfant tente de traiter des souvenirs refoulés de notre relation précédente. Ce développement est préoccupant mais gérable. Une fois Caroline éliminée, Rebecca n'aura d'autre choix que d'accepter sa véritable situation familiale. Les entrées du journal étaient dévastatrices dans leur détachement clinique. David avait documenté ses crimes avec la même précision méthodique qu'il apportait à sa pratique thérapeutique légitime, créant un dossier inébranlable de préméditation et de malveillance. Alors que l'accusation concluait son exposé, Rebecca regarda autour de la salle d'audience et vit que l'atmosphère avait changé. Le scepticisme qui avait accueilli les accusations initiales avait été remplacé par autre chose. L'horreur face à l'ampleur de la tromperie de David et l'admiration pour le courage d'une fillette de 9 ans qui avait refusé de se taire. L'avocat de la défense de David appela plusieurs témoins de moralité. Des collègues qui témoignèrent de la compétence professionnelle de David et de son dévouement envers ses patients, mais leurs témoignages semblaient creux face au poids des preuves matérielles et au récit inébranlable de Rebecca de ce dont elle avait été témoin. Quand David lui-même prit la parole pour sa propre défense,
Rebecca regarda avec fascination comment il tentait de reconstruire son personnage soigneusement élaboré. Il parla de son amour pour Caroline et Rebecca, de son dévouement à aider les familles en difficulté, et de son chagrin d'être incompris par les personnes même qu'il avait essayé de sauver. Mais quelque chose avait changé chez David pendant ces semaines de détention. La façade polie qui avait trompé tant de gens pendant si longtemps se fissurait sous la pression de l'exposition. Ses réponses étaient trop répétées, ses émotions trop calculées, ses explications trop commodes. Même sans le témoignage de Rebecca, il aurait été clair pour quiconque y prêtait attention que David jouait un rôle plutôt que de répondre sincèrement. « Monsieur Brennan ?» demanda la procureure lors du contre-interrogatoire. « Comment expliquez-vous les preuves médico-légales vous reliant à l'accident de voiture de Thomas Ashford ?»« Je n'ai aucune explication pour ces preuves, » répondit David sans accroc. « Je ne peux que supposer que quelqu'un essaie de me faire accuser de crimes que je n'ai pas commis. Et l'équipement médical illégal trouvé dans votre sous-sol. Je fournissais une thérapie innovante à ma femme en utilisant des techniques que j'avais développées au cours d'années de recherche. Les modifications de l'équipement étaient conçues pour améliorer son efficacité thérapeutique. Sans surveillance médicale appropriée ni consentement éclairé. Caroline était pleinement consciente et consentante à son régime de traitement. Mais lorsque Catherine demanda à David d'expliquer des entrées spécifiques de son journal, en particulier ses plans détaillés pour le suicide de Caroline et son calendrier pour obtenir la garde de Rebecca, son sang-froid se brisa enfin. Ces entrées de journal ont été sorties de leur contexte, dit David, sa voix s'élevant de frustration. Elles représentent des hypothèses thérapeutiques, pas des plans criminels. Monsieur Brennan, vous avez écrit, et je cite, « La solution finale doit sembler être la propre décision de Caroline. » La lettre de suicide a été rédigée pour refléter son désespoir croissant face à sa maladie mentale. Rebecca aura besoin d'un placement immédiat auprès d'un tuteur stable, à savoir son père biologique. Comment est-ce une hypothèse thérapeutique? Le masque de David glissa complètement pendant un instant, et Rebecca vit la rage froide qui avait toujours couvé sous son attitude professionnelle. « Rebecca est ma fille, » dit-il, sa voix portant une intensité possessive qui fit reculer plusieurs jurés. Elle m'appartient, pas à un substitut que Caroline aurait pu choisir ensuite. La salle d'audience éclata en murmures à cet aveu, et la juge Morrison dut appeler à l'ordre. En essayant de justifier ses actions, David avait confirmé tout ce dont Rebecca avait témoigné, son sentiment de propriété sur elle, sa vision de Thomas comme un obstacle à éliminer, et son mépris total pour les droits de Caroline en tant que mère. Quand la défense conclut son exposé, Rebecca sut qu'ils avaient gagné. Pas seulement la bataille juridique, mais quelque chose de plus important. Le droit de définir leur propre histoire plutôt que d'accepter la version de la réalité de David. La décision de la juge Morrison fut rapide et sans équivoque. David Brennan fut renvoyé devant le tribunal pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre, agression aggravée, exercice illégal de la médecine et complot en vue de commettre un meurtre. Sa caution fut refusée, et il fut placé en détention préventive en attendant son procès. Alors que les huissiers de justice emmenaient David menotté, il se tourna une dernière fois pour regarder Rebecca. Mais au lieu de la déception paternelle ou de la rage froide à laquelle elle s'attendait, son expression était tout autre. Un regard calculateur qui suggérait que ce n'était qu'un contretemps, pas une défaite. Rebecca frissonna en réalisant que même maintenant, même face à la prison à vie, David croyait toujours qu'il pouvait trouver un moyen de gagner. L'homme qui avait passé des années à manipuler tout le monde autour de lui n'était pas prêt à accepter que sa réalité soigneusement construite se soit finalement effondrée. Mais alors que Patricia enlaçait Rebecca, et que Catherine les félicitait pour leur courage, Rebecca sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, l'espoir. Ils avaient affronté le monstre et l'avaient exposé pour ce qu'il était vraiment. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les batailles juridiques encore à venir, ils avaient prouvé que la vérité était plus forte que la manipulation et l'amour plus puissant que la possession. La petite fille qui s'était cachée dans un placard et avait chuchoté dans un téléphone pour demander de l'aide avait disparu pour toujours. À sa place se tenait quelqu'un qui avait appris que parfois, la chose la plus importante que l'on pouvait faire était de refuser de rester silencieux, même lorsque le monde entier semblait déterminé à vous faire disparaître. 18 mois après la condamnation de David pour tous les chefs d'accusation et sa peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Rebecca se tenait dans l'embrasure de la porte de leur nouvelle maison à Burlington, dans le Vermont, regardant Caroline s'occuper du petit jardin qu'elles avaient planté ensemble au printemps. La maison n'avait rien à voir avec leur ancienne maison coloniale à Westfield. Elle était plus petite,
plus vieille et avait des bizarreries qui exigeaient de la patience plutôt que de la perfection. Mais elle était à elle d'une manière que la maison précédente n'avait jamais été, même avant que l'arrivée de David ne l'ait empoisonnée de sa présence. Caroline leva les yeux des plants de tomates qu'elle tutorait soigneusement. Son visage portait une paix que Rebecca n'avait pas vue depuis avant la mort de Thomas. L'année et demie de thérapie intensive avait opéré des changements remarquables chez sa mère. Non pas en effaçant les cicatrices laissées par l'abus systématique de David, mais en l'aidant à retrouver son identité de quelqu'un de plus fort que son traumatisme. « Les tomates cerises seront bientôt prêtes », cria Caroline, essuyant la terre de ses mains sur son vieux tablier de jardinage. « Tu veux m'aider à vérifier les poivrons ?» Rebecca sourit et sortit sous le chaud soleil de l'après-midi, s'émerveillant encore de la façon dont des conversations normales sur les légumes pouvaient ressembler à de petits miracles après tout ce qu'elles avaient survécu. L'été du Vermont était plus doux que la chaleur humide du Massachusetts qu'elles avaient laissé derrière elles. Et leur nouveau voisin était le genre de personne qui apportait du pain frais quand quelqu'un emménageait et ne se mêlait pas de savoir pourquoi une mère et sa fille voudraient recommencer leur vie ailleurs. « Maman », dit Rebecca alors qu'elles s'agenouillaient ensemble parmi les plants de poivrons. Le docteur Vance pense que je suis prête à arrêter de la voir régulièrement. Elle dit que mes cauchemars ont suffisamment diminué pour que nous puissions passer à des rendez-vous mensuels au lieu de séances hebdomadaires. Caroline s'arrêta dans son examen d'un poivron particulièrement prometteur. Son expression pensive. « Comment te sens-tu par rapport à ça? Es-tu prête ?» C'était une question que Caroline posait fréquemment maintenant. Ne se contentant pas des réponses de surface de Rebecca, mais voulant sincèrement comprendre l'état émotionnel de sa fille. La mère, qui avait été autrefois si concentrée sur la protection de Rebecca qu'elle ne l'avait pas toujours écoutée, avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait que protection et communication n'étaient pas mutuellement exclusives. « Je pense que oui », répondit honnêtement Rebecca. Les rêves sont différents maintenant. Quand je rêve de David, il est derrière les barreaux, là où il doit être. Quand je rêve de Thomas, il est fier de nous d'avoir été courageuse. Caroline tendit la main pour serrer celle de Rebecca, ses yeux brillants de larmes. Elle n'essayait plus de se cacher. La Caroline qui avait émergé de sa propre guérison était plus présente émotionnellement qu'elle ne l'avait été même avant la manipulation de David. Comme si apprendre à faire confiance à ses propres perceptions à nouveau l'avait libérée pour faire confiance aussi à ses sentiments. « Thomas serait fier de nous ?» acquiesça Caroline. « Il serait étonné de voir à quel point tu es devenue forte. » Rebecca était en effet plus forte, mais pas de la manière dont le traumatisme change généralement les enfants. Elle n'était pas devenue dure ou cynique. Au lieu de cela, elle avait développé une capacité inhabituelle à voir à travers les façades des gens jusqu'à leurs véritables intentions. Elle pouvait repérer la manipulation à travers une pièce, reconnaître la gentillesse sincère lorsqu'elle la rencontrait, et distinguer les gens qui pensaient ce qu'ils disaient des gens qui jouaient un rôle. Madame Henderson d'accent grave côté m'a demandé si je serais intéressée à garder son petit-fils quand il viendra cet été, dit Rebecca, transplantant soigneusement un plant de poivron qui avait dépassé son contenant d'origine. Elle a dit que je suis plus mature que la plupart des jeunes de 12 ans. Rebecca avait en effet 12 ans maintenant, ayant célébré 2 anniversaires depuis la nuit où elle avait sauvé la vie de sa mère. Elle a dit que je suis plus mature que la plupart des jeunes de 12 ans. Rebecca avait en effet 12 ans maintenant, ayant célébré 2 anniversaires depuis la nuit où elle avait sauvé la vie de sa mère. Mais sa maturité dépassait son âge d'une manière qui inquiétait parfois Caroline, même si elle était fière de la résilience de sa fille. « Que lui as-tu dit ?» demanda Caroline. « J'ai dit que j'y réfléchirais. J'aime les enfants, mais parfois j'ai peur de voir un danger là où il n'y en a pas. Et si je ne peux pas faire la différence entre un adulte normal qui est amical avec les enfants et quelqu'un qui pourrait leur faire du mal ? » C'était une préoccupation légitime, et Caroline appréciait que Rebecca puisse l'articuler si clairement. L'un des défis inattendus de leur guérison avait été d'apprendre à naviguer dans un monde où la plupart des gens étaient réellement dignes de confiance, la plupart des situations étaient réellement sûres, et la plupart des gentillesses étaient réellement sincères. « Tu sais, » dit Caroline pensivement, « je pense que ta capacité à repérer les menaces réelles est l'une de tes plus grandes forces. Mais tu as raison de dire que tu devras apprendre quand faire confiance à cette capacité et quand accorder aux gens le bénéfice du doute. » Elles travaillèrent en silence confortable pendant un moment, s'occupant de plantes qui représentaient la croissance et le renouveau d'une manière qui allait bien au-delà du jardinage. Caroline s'était jetée dans la création de la vie, des fleurs, des légumes, des herbes qui remplissaient leur nouvelle maison de senteurs fraîches et de couleurs vibrantes. C'était, comprenait Rebecca,
la manière de sa mère de se prouver qu'elle pouvait nourrir et créer au lieu de simplement survivre. Rebecca, dit finalement Caroline, sa voix portant un ton que Rebecca reconnut comme le prélude à une conversation sérieuse. J'ai reçu une lettre de l'intervenante pour les victimes hier. Les avocats de David font appel. Les mains de Rebecca s'immobilisèrent sur la terre, mais elle ne sentit qu'une légère oppression dans sa poitrine plutôt que la panique qu'une telle nouvelle aurait provoqué un an auparavant. Quel genre d'appel? Ils prétendent que son avocat au procès était incompétent et que de nouvelles preuves ont émergé qui pourraient l'innocenter. La voix de Caroline était stable, mais Rebecca pouvait entendre la tension sous-jacente. Catherine Blake dit que c'est une démarche standard pour quelqu'un qui risque une peine à perpétuité et que les chances de succès sont pratiquement nulles. Mais pas réellement nulles, observa Rebecca. Non, admit Caroline. Pas réellement nulles. Rebecca considéra cette information avec la pensée analytique prudente qui était devenue sa réponse par défaut aux menaces potentielles. Que se passerait-il si, d'une manière ou d'une autre, son appel réussissait? Il aurait un nouveau procès. Mais Rebecca, les preuves contre lui sont accablantes. Son propre journal, le témoignage médical, les preuves médico-légales de la voiture de Thomas, rien de tout cela n'a changé. Et tu es plus âgé maintenant, plus articulé. Si tu devais témoigner à nouveau, tu serais encore plus crédible que tu ne l'étais à 11 ans. Rebecca hocha la tête, comprenant les aspects pratiques de la situation. Mais elle comprenait aussi autre chose. Quelque chose que Caroline essayait de ne pas reconnaître parce que c'était trop effrayant à exprimer. Il essaie toujours de nous contrôler, n'est-ce pas? Dit doucement Rebecca. Même depuis la prison, il essaie toujours de nous faire peur. Le silence de Caroline fut une réponse suffisante. Maman, poursuivit Rebecca. Je dois te dire quelque chose que j'ai compris il y a un moment, mais je ne savais pas comment le dire. Caroline posa ses outils de jardinage et accorda toute son attention à Rebecca. Un autre changement par rapport à la femme dispersée et anxieuse que David avait créée par des mois de torture psychologique. Je pense que David avait prévu la possibilité de se faire prendre, dit Rebecca. Je pense qu'il a toujours eu des plans de secours, des moyens de continuer à nous contrôler même si son premier plan échouait. Qu'est-ce qui te fait penser ça? La façon dont il m'a regardé au tribunal après sa condamnation. Il n'était pas en colère ou vaincu. Il avait l'air satisfait, comme si tout se déroulait encore selon le plan. Rebecca arracha une mauvaise herbe tenace d'entre les plants de poivron, ses mouvements délibérés et contrôlés. Je pense qu'il savait que même s'il allait en prison, la peur suffirait à continuer de nous contrôler. Caroline s'assit sur ses talons, étudiant sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Tu as probablement raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous vivons nos vies, dit simplement Rebecca. Nous plantons des jardins, nous nous faisons des amis et nous faisons des choses normales. Nous ne laissons pas la possibilité qu'ils manipulent le système judiciaire faire de nous des prisonnières dans nos propres vies. Et si son appel réussit, s'il y a un autre procès? Rebecca croisa le regard de sa mère avec une assurance qui aurait été impossible 2 ans auparavant, alors je témoignerai à nouveau. Et je continuerai de témoigner jusqu'à ce que tout le monde comprenne quel genre d'homme est vraiment David. Il peut faire appel pour le reste de sa vie, mais il ne peut pas changer ce qui s'est réellement passé. Caroline serra sa fille dans ses bras, s'émerveillant de la personne que Rebecca était devenue par nécessité et par choix. Quand es-tu devenue si sage? Quand j'ai réalisé qu'avoir peur de David était juste une autre façon de le laisser gagner, répondit Rebecca. Il veut que nous passions nos vies à regarder par-dessus nos épaules, attendant qu'il trouve un moyen de nous faire du mal à nouveau. Mais nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions quand il nous manipulait. Nous sommes plus fortes maintenant. Comme pour souligner le propos de Rebecca, le camion du facteur tourna au coin de la rue et s'arrêta à leur boîte aux lettres. Caroline alla chercher le courrier du jour, revenant avec le mélange habituel de factures, de catalogues et de bulletins locaux. Mais enfouie parmi la correspondance banale se trouvait une enveloppe qui fit se figer Rebecca et Caroline. L'adresse de l'expéditeur indiquait le département des services correctionnels du Massachusetts, et le nom de Caroline était écrit dans l'écriture précise qu'elles reconnaissaient toutes deux comme étant celle de David. « Il a le droit d'envoyer des lettres ?» demanda Rebecca, sa voix soigneusement contrôlée. « Apparemment », répondit Caroline, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait prendre feu. « La question est de savoir si nous voulons la lire. » Rebecca y réfléchit. Tout en elle voulait jeter la lettre sans l'ouvrir, refuser de donner à David toute opportunité d'insérer sa voix dans leur nouvelle vie. Mais une autre partie d'elle, celle qui avait appris à affronter les vérités difficiles plutôt qu'à s'en cacher,
était curieuse de savoir ce que David pourrait dire après 18 mois en prison. Je pense que nous devrions la lire, dit finalement Rebecca. Pas parce que nous nous soucions de ce qu'il a à dire, mais parce que nous devons savoir ce qu'il pense. Caroline hocha la tête et ouvrit soigneusement l'enveloppe, dépliant une seule feuille de papier à lettres de prison couverte de l'écriture soignée de David. Elles la lurent ensemble, debout dans leur jardin, entourés des preuves de leur guérison. Chères Caroline et Rebecca, j'espère que cette lettre vous trouvera toutes deux en bonne santé et épanouies dans votre nouvelle vie. Je voulais que vous sachiez que j'ai utilisé mon temps en prison de manière constructive, en travaillant avec d'autres détenus qui ont connu des malentendus similaires avec le système judiciaire. J'ai également correspondu avec plusieurs organisations juridiques spécialisées dans les cas de condamnation injustifiée. Je comprends que vous croyez toutes les deux que j'ai commis des crimes terribles contre notre famille. Je veux que vous sachiez que je ne vous blâme pas pour cette confusion. Le traumatisme peut amener les gens à se souvenir des choses différemment de la façon dont elles se sont réellement produites. Et les enfants en particulier peuvent être influencés par les interprétations des adultes d'événements qu'ils n'ont pas entièrement compris. Le processus d'appel avance et je suis convaincu que finalement la vérité éclatera. Quand cela arrivera, j'espère que nous pourrons commencer à guérir en tant que famille. Rebecca, tu es toujours ma fille, peu importe ce que l'on t'a dit sur ta filiation. Ce lien biologique est permanent et immuable. Je pense à vous deux tous les jours et je prie pour qu'un jour vous compreniez que tout ce que j'ai fait était motivé par l'amour et le désir de protéger notre famille des forces qui voulaient nous déchirer. Avec un amour infini et l'espoir d'une réconciliation, David. Rebecca et Caroline restèrent en silence pendant plusieurs minutes après avoir fini la lettre, digérant les mots de David et les implications glaçantes derrière eux. Il ne pense toujours pas avoir fait quoi que ce soit de mal, dit finalement Caroline. Il essaie toujours de nous manipuler, observa Rebecca, utilisant un terme qu'elle avait appris en thérapie pour décrire les efforts systématiques de David pour leur faire douter de leur propre perception. Il qualifie ces crimes de malentendus et suggère que nos souvenirs sont faux. Et il te revendique toujours comme sa fille, insistant toujours sur ce lien biologique. Rebecca froissa la lettre dans ses mains, sentant une montée familière de colère face à la présomption de David. La biologie ne fait pas de quelqu'un un père. Thomas était mon père à tous les égards importants. David n'est que l'homme qui a fourni du matériel génétique et qui a ensuite passé des années à essayer de détruire notre famille. Caroline sourit à la clarté féroce de Rebecca. Tu as absolument raison. Devrions-nous jeter ça? Non, dit Rebecca, surprenant sa mère. Nous devrions le donner à Catherine Blake. Si David écrit des lettres comme celle-ci, il en révèle probablement plus sur son état mental qu'il ne le pense. Cela pourrait en fait aider l'accusation s'il y a un autre procès. Caroline regarda sa fille avec un étonnement renouvelé. Tu penses comme une procureure. Je pense comme quelqu'un qui refuse d'être une victime, corrigea Rebecca. David peut écrire toutes les lettres qu'il veut depuis la prison. Il peut faire appel et prétendre qu'il a été condamné à tort et insister sur le fait qu'il nous aime, mais rien de tout cela ne change ce qui s'est réellement passé, et rien de tout cela ne lui donne de pouvoir sur nos vies à moins que nous ne le laissions faire. Elles retournèrent ensemble vers leur maison, quittant le jardin qui représentait leur nouveau départ et entrant dans la maison qui symbolisait leur sécurité. Les murs étaient décorés de photographies de leur vie dans le Vermont, les concerts scolaires de Rebecca, les réunions du club de lecture de Caroline, les vacances passées avec tante Patricia, des moments tranquilles de guérison et de croissance. Il n'y avait aucune photo de David dans leur nouvelle maison. Il avait été effacé de leur histoire, non par déni ou évitement, mais par le choix délibéré de définir leur vie par autre chose que son impact sur elle. Rebecca, dit Caroline alors qu'elle se lavait la terre du jardin des mains à l'évier de la cuisine. Je veux que tu saches à quel point je suis fier de la personne que tu es devenue. Pas seulement parce que tu as survécu à ce que David nous a fait, mais parce que tu as choisi de devenir quelqu'un de plus fort et de plus gentil plutôt que quelqu'un de plus dur et de plus méfiant. Rebecca y réfléchit en s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine orné de tournesols joyeux, si différent du linge immaculé et impersonnel qui avait décoré leur maison de Westfield. Je pense, dit lentement Rebecca, que David m'a appris quelque chose d'important sans le vouloir. Il m'a montré que les gens peuvent prétendre être n'importe quoi, aimant, attentionné, digne de confiance, tout en étant en réalité tout autre chose. Mais cela signifie aussi que lorsque quelqu'un vous montre une gentillesse ou un amour sincère, c'est encore plus précieux parce que vous connaissez la différence. Caroline serra sa fille fort dans ses bras,
Comprenant que cette sagesse avait été acquise à un prix terrible, mais reconnaissante que Rebecca soit sortie de leur épreuve avec sa capacité de confiance et de joie intacte. Ce soir-là, alors qu'elles étaient assises ensemble sur leur porche, regardant le coucher de soleil du Vermont peindre leur rue tranquille de nuances d'or et d'ambre, Rebecca ressentit quelque chose qu'elle avait rarement éprouvé au cours de ses 12 ans de vie, une paix complète. Pas l'absence de défis ou de difficultés, mais la profonde satisfaction de savoir qu'elle avait affronté le pire genre de mal et en était sortie non seulement intacte, mais plus forte. David était en prison où il resterait pour le reste de sa vie. Ses appels échoueraient parce que la vérité avait un poids que la manipulation ne pouvait surmonter. Ses lettres continueraient d'arriver occasionnellement, mais elles seraient classées comme preuves plutôt que lues comme des menaces. Plus important encore, Rebecca avait appris que survivre ne suffisait pas. Que le but n'était pas seulement d'échapper à des gens comme David, mais de construire une vie si pleine d'amour et de buts sincères que leur influence toxique devenait sans importance. « Maman », dit Rebecca alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « Penses-tu que Thomas peut nous voir maintenant ?» Caroline serra la main de sa fille, pensant à l'homme qui les avait aimées toutes les deux assez pour mourir en les protégeant, même s'il n'avait jamais su que le danger arrivait. « Je pense, » dit doucement Caroline, que Thomas dirait que nous sommes devenus exactement comme il espérait que nous serions, assez fortes pour survivre à tout, mais assez douces pour croire encore en la bonté. Rebecca hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Au loin, elle pouvait entendre le son de leurs voisins appelant leurs enfants pour la nuit. Des sons ordinaires de familles ordinaires vivant des vies ordinaires. C'était une sorte de paix qu'elle n'avait jamais cru possible pendant les mois sombres où David avait contrôlé leur monde. Mais maintenant, elle comprenait quelque chose qui la porterait à travers les défis à venir. Les monstres étaient réels, mais ils n'étaient pas invincibles. La vérité était plus forte que les mensonges. L'amour était plus puissant que la manipulation. Et parfois, la victoire la plus importante était simplement de refuser de laisser le mal définir votre histoire. La fille qui avait chuchoté dans un téléphone pour demander de l'aide dans un placard avait disparu pour toujours. Mais à sa place se tenait quelqu'un qui ne confondrait plus jamais la performance avec l'authenticité, la possession avec l'amour, ou le contrôle avec la protection. Rebecca Ashford avait trouvé sa voie dans l'obscurité, et elle passerait le reste de sa vie à l'utiliser pour parler pour ceux qui ne pouvaient pas encore parler pour eux-mêmes.